La brume enveloppait les arbres de la forêt alsacienne comme un lourd voile, noyant le bruit de mes pas sur la terre humide. J'ai marché pendant des heures, concentré sur chaque respiration, chaque mouvement, à la recherche de quelque chose de plus qu'une simple montée. J'étais Antoine Durand, 32 ans, un grimpeur expérimenté, mais ce matin-là, je me sentais comme ce garçon de 8 ans, sans défense, qui a failli perdre la vie en tombant d'un rocher lors d'une excursion avec mon père. Ce souvenir me hantait, comme une ombre persistante qui ne s'est jamais complètement dissipée. J'avais besoin de me prouver que cette chute ne me définirait pas, que je n'étais pas seulement l'homme qui a survécu, mais celui qui a surmonté. Et les denses forêts d'Alsace, avec leurs falaises traîtresses, étaient le cadre idéal pour ce test. Le sentier que j'ai suivi était difficile, avec des rochers mouillés et une végétation épaisse qui rendait le chemin difficile. Mais quand j'ai trouvé un passage étroit, quelque chose m'a attiré. Un itinéraire ancien, presque effacé par le temps, avec des marques d'érosion sur les pierres et de la mousse recouvrant les gravures dans les roches. Sans réfléchir à deux fois, j'ai décidé de la suivre. Le chemin devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'il montait. Le soleil se cachait derrière de lourds nuages et une légère bruine commençait à tomber. Les pierres glissantes exigeaient toute mon attention. J'ai continué à me traîner pendant de petits étirements, avançant centimètre par centimètre, lorsque la bruine s'est transformée en pluie battante. C'est là que tout a empiré. La tempête est sortie de nulle part, avec un tonnerre lointain qui se répercutait dans les vallées, et le vent a commencé à souffler fort. Les rochers sont devenus encore plus traîtres, et j'ai réalisé que j'étais coincé sur une trajectoire de non-retour. J'ai regardé de haut en bas, essayant de peser mes options. La descente serait suicidaire dans cet état, et aller de l'avant semblait tout aussi risqué. La pluie déformait ma vision, rendant chaque décision difficile. J'ai essayé de calculer ce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il ne reconnaissait plus le chemin qu'il avait parcouru. La piste que j'avais suivie semblait avoir disparu. J'ai sorti la carte que j'avais sur moi, mais elle ne montrait rien de tel que cet ancien itinéraire. C'était comme si j'étais entré dans un labyrinthe hors du temps, un chemin qui ne devrait pas y être. Ma respiration s'est accélérée. Je commençais à douter de ma perception. C'est là que j'ai vu les empreintes. Marques récentes, encore visibles dans la boue. Quelqu'un était passé, et il n'y avait pas si longtemps. Je me suis accroupi, étudiant les empreintes sur le sol. Ils se dirigeaient vers la falaise, mais ont disparu juste après un virage, avalés par la forêt. Qui serait là? La pensée de quelqu'un d'autre à proximité aurait dû être réconfortante, mais quelque chose dans ces empreintes m'a mis mal à l'aise. Ils n'étaient pas sur la carte, ni sur le sentier. Mais avec la tempête qui gronde et le vent qui mord, faire demi-tour serait une condamnation à mort. Ma seule option était de passer à autre chose. Les empreintes de pas m'ont guidé à travers un terrain plus accidenté, me conduisant à un rebord où la falaise s'étendait abruptement. En dessous de moi, une chute verticale de plusieurs dizaines de mètres, sans aucun signe qu'il y avait un chemin sûr. Il n'y avait pas de corde, aucune trace d'escalade là-bas, et pourtant, les empreintes de pas avaient disparu comme si la personne avait sauté ou évaporé. J'essayais d'avancer le long du côté, confiant dans le peu de sécurité qu'offraient les rochers. Une erreur. Mon pied a glissé. J'ai senti l'air s'arracher de mes poumons lorsque je suis tombé violemment contre la pierre, l'impact se répercutant dans tout mon corps. La douleur a explosé dans ma jambe et mon bras gauche, et pendant un moment, j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer. En bas, au fond de la vallée, les arbres flottaient comme les mains de géants affamés, attendant ma chute finale. Mais je m'accrochais désespérément à une petite protubérance dans la roche, respirant lourdement alors que la pluie se déversait sur mon visage, se mêlant au sang qui jaillissait d'une coupure sur mon front. Il était seul, blessé et perdu. Avec beaucoup d'efforts, j'ai commencé à ramper. Chaque mouvement était une agonie, mais le besoin de survivre me poussait à aller de l'avant. Mes mains tremblaient et mes pensées commençaient à se désintégrer. La douleur dans ma jambe était insupportable, mais pire que cela, c'était le sentiment d'être observé. La paranoïa m'a envahi.
J'avais l'impression que quelqu'un était à proximité, jetant un coup d'œil à travers l'ombre des arbres. La silhouette invisible que je savais, avec une certitude terrifiante, me suivait. Mes yeux ont parcouru le terrain, essayant de trouver la source de cette sensation, mais il n'y avait personne. Juste la forêt silencieuse, les branches qui plient sous le poids de la pluie. Puis, j'ai entendu des pas légers et hésitants, comme si quelqu'un voulait s'approcher sans se faire remarquer. Il n'y avait plus d'empreinte de pas. J'étais chassé pour quelque chose qui ne laissait aucune trace. J'ai essayé de me lever, mais la douleur était insupportable. J'étais acculé, et mon esprit, affaibli par l'épuisement et le traumatisme, a commencé à jouer avec moi. Des images déroutantes de mon enfance, de la chute qui a failli me tuer, ont commencé à se superposer à la réalité. Je me suis souvenu de la peur, de l'impuissance de ne pas pouvoir me retenir. Et puis, la silhouette est apparue. Une ombre parmi les arbres qui se déplaçait lentement vers moi. Sa silhouette était indistincte, mais je sentais son regard brûler sur ma peau. Elle m'a regardé, m'a jugé. Mon cœur s'est emballé et la panique m'a saisi. Je ne pouvais pas mourir ici, pas comme ça. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, j'ai réalisé la vérité. Ce qui me suivait n'était pas réel. C'était une manifestation de ma propre peur, une création de mon esprit affaibli par la douleur et l'épuisement. La poursuite, les empreintes de pas, tout n'était qu'illusion. Je me battais contre moi-même. Pourtant, même après avoir compris cela, la peur n'a pas disparu. La peur irrationnelle a continué, ancrée dans mon âme. Il n'était pas possible de simplement l'éteindre. Avec le peu de force qui me restait, j'ai trouvé un itinéraire alternatif, lent et dangereux, mais viable. Je suis descendu prudemment, chaque mouvement étant une bataille contre la douleur, contre la partie de moi qui voulait abandonner. Quand j'ai finalement atteint le pied de la montagne, je n'ai ressenti aucun soulagement. J'avais survécu, oui, mais quelque chose en moi avait changé. La figure qui me hantait était peut-être une hallucination, mais le sentiment d'être observé, d'être à la merci de quelque chose de plus grand et d'incompréhensible, ne m'a jamais quitté. Les cicatrices sur le corps guériraient, mais celles sur l'esprit, ceci resterait pour toujours. J'ai toujours considéré la nature comme un espace pur, où l'homme se confronte à ses propres limites. C'est ce que j'ai vendu à mes clients, l'expérience authentique de vivre dans la nature, loin du confort urbain. Ce voyage au Yukon avait tout pour être parfait, isolé, idéal pour capturer l'essence de la faune. Et mon client, Richard Hawthorne, un magnat de la finance, a payé une fortune pour avoir cette expérience. Cet homme n'était pas le client typique que j'emmenais dans les forêts. Il portait des vêtements coûteux, apportait du matériel de pêche à la pointe de la technologie, comme si la technologie pouvait dompter la nature. Je savais qu'il cherchait quelque chose de plus, une histoire unique que ses collègues ne pourraient jamais reproduire. Dès notre arrivée, le Yukon nous a accueillis avec un calme presque agressif. Le vent traversait les arbres sans un murmure, et le seul bruit était le faible murmure de la rivière, interrompu par le crépitement occasionnel des branches. Je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais j'ai ignoré ce sentiment. C'était mon travail de guider, de contrôler la situation, d'être la présence constante et fiable. Richard, cependant, semblait inconscient du danger. Ses premiers mots, lorsque nous sommes arrivés au camp, ont été un compliment sur la paix de l'endroit. « Exactement ce que je cherchais, Jacob », dit-il avec un sourire de satisfaction. Enfin, loin de tout. Les premiers jours, nous avons pêché sans événement majeur. Richard était satisfait des prises modestes et de la tranquillité des lieux. Mais le silence de la forêt me troublait. Pas de bruit d'oiseaux, pas de signes d'animaux. C'était comme si nous étions observés, jugés par une force invisible qui au début ne voulait pas reconnaître. Cependant, je l'ai ignoré. Qui suis-je pour interroger la forêt? Le troisième matin, Richard ne s'est pas présenté pour le petit déjeuner. C'était inhabituel pour quelqu'un d'aussi discipliné que lui. J'ai grimpé jusqu'à sa tente, mais je l'ai trouvé vide. Au début, j'ai pensé qu'il était parti tôt pour se promener ou explorer la région par lui-même, quelque chose d'imprudent, mais typique des clients inexpérimentés. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais la seule réponse a été l'écho lointain.
Silence. J'ai décidé de le chercher le long de la rivière, où il a toujours aimé pêcher. Au fur et à mesure que je progressais, quelque chose a commencé à me déranger. Les talus s'étaient marqués, les buissons écrasés, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été emporté. Je me suis penché pour l'examiner, et c'est là que j'ai vu les marques de la lutte. Des morceaux de vêtements déchirés, des traces de sang, des empreintes humaines mélangées à des empreintes de pas plus grandes et indéfinissables. Mon esprit rationnel voulait croire qu'un animal avait attaqué Richard. Un ours, peut-être. Mais ces empreintes de pas à côté des marques de griffes, quelque chose n'avait pas de sens. L'adrénaline a commencé à me prendre. Mon intuition était qu'il y avait plus en jeu ici qu'une simple attaque d'animal. Empreintes humaines. Ils étaient frais, récents, et non pas de Richard. J'ai continué à suivre les marques, mais la forêt semblait changer au fur et à mesure. Les arbres semblaient plus proches, les chemins que je connaissais si bien me confondaient maintenant. Je me sentais désorienté et un poids croissant a commencé à peser sur ma poitrine. À un moment donné, j'ai eu le sentiment distinct d'être observé. Je me suis arrêté, j'ai pris une profonde respiration et j'ai regardé autour de moi. Rien. Le vent ne soufflait pas encore et le silence était plus épais que jamais. Cette nuit-là a été la pire de ma vie. Seul dans le camp, le feu de camp était la seule chose qui me séparait de l'obscurité impénétrable. Chaque fissure de braise semblait amplifiée et je ne pouvais pas fermer l'œil. Quelque chose, ou quelqu'un, était là-bas, je pouvais le sentir. Quand le matin est enfin venu, la lumière du soleil n'a apporté aucun soulagement, mais une sombre certitude. J'avais besoin de le retrouver, même s'il ne restait que le corps. J'ai suivi les traînées de sang qui étaient maintenant plus claires et à quelques milles du camp, j'ai trouvé Richard, ou ce qu'il en restait. Le corps a été mutilé, avec des parties dévorées, mais pas d'une manière que je pourrais attribuer à un simple animal sauvage. Il y avait des coupures précises, des blessures profondes qui suggéraient quelque chose de plus que des crocs et des griffes. Autour du corps, les empreintes humaines ont continué. Petits, rapides, comme quelqu'un qui regardait et se déplaçait furtivement. L'horreur était palpable. Une panique irrationnelle s'empara de moi. Je courus vers le campement, mais la forêt semblait s'être refermée autour de moi. Les chemins que je connaissais par cœur ressemblaient maintenant à des labyrinthes, et le sentiment d'être observé ne me quittait plus. Ce n'étaient pas les yeux d'un animal affamé, mais de quelque chose avec des intentions différentes. Quelque chose humain. À mon retour, je n'ai fait que ce que n'importe quel homme à ma place aurait fait. Enfui. J'ai pris ce que j'ai pu. J'ai laissé derrière moi toute trace d'ordre ou de professionnalisme, et je me suis jeté en direction de la rivière, essayant de trouver une échappatoire. La forêt semblait se moquer de moi, se rapprochant de plus en plus à chaque pas. Le bruit de la rivière était mon seul point d'ancrage, mais même lui, à un certain point, semblait trop loin. J'ai survécu, bien sûr, mais l'homme qui est sorti de cette forêt n'était pas le même que celui qui y est entré. Je n'ai jamais parlé de ce que j'ai vu. J'ai signalé la mort de Richard comme une attaque tragique d'ours. Les autorités ont accepté l'explication sans poser de questions. Il n'y avait aucune raison de douter d'un guide expérimenté comme moi. Cependant, en moi, la vérité demeure. Le sentiment que quelque chose m'a suivi depuis cette forêt ne m'a jamais quitté. Parfois, la nuit, je ressens ce même silence dense, comme si la nature autour de moi retenait son souffle, attendant le bon moment pour bouger. Je ne suis pas retourné au Yukon. Je ne retourne plus dans les forêts. J'étais le guide, la forêt, mon bureau. Mais ce jour-là, cela ressemblait à une salle d'audience. J'étais habitué à la chaleur étouffante, à l'humidité qui s'accrochait à la peau, au bruit constant des insectes et des oiseaux invisibles. L'Amazonie pouvait être traîtresse, oui, mais elle savait toujours où mettre les pieds, même l'erreur, jusqu'à la mort. C'était un touriste, un homme d'âge moyen, inexpérimenté, mais plein d'arrogance. Un trébuchement, une chute rapide, et son corps disparut dans la rivière. Il n'avait pas le temps de le sauver. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé, mais cela m'a marqué. Mes collègues ont dit que ce n'était pas de ma faute, mais je savais mieux.
La faute était dans les yeux des autorités quand ils m'ont interrogé, dans les mots tièdes de la famille qui ne m'a jamais pardonné. Il ne me restait plus qu'à m'enfuir, s'enfoncer plus profondément dans la forêt, enterrer mon passé. J'ai donc accepté cette nouvelle expédition, une occasion d'oublier, de me racheter, qui sait. Le groupe était petit, 4 touristes impatients de voir l'Amazonie de près. Je les ai emmenés là où la civilisation commençait à disparaître. Mais c'est la tempête qui nous a pris au dépourvu. C'est venu comme un rugissement du cœur même de la forêt. La rivière normalement calme s'est transformée en un monstre vorace. En quelques secondes, notre bateau a été détruit. Quand le chaos s'est finalement calmé, je me suis retrouvé seul. Le groupe s'est dispersé, emporté par le courant ou perdu à un moment que je ne pouvais pas voir. J'ai crié, j'ai cherché, mais il n'y avait que le bruit de la forêt et l'écho de mon propre désespoir. Il était isolé. Les premiers jours ont été un test. Ce que je savais de l'Amazonie, de ses atours, de ses richesses cachées, m'a maintenu en vie. J'ai trouvé des fruits comestibles, bu de l'eau des feuilles, évité les prédateurs. Mais la forêt est une force implacable. Elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes expérimenté ou inexpérimenté, bon ou mauvais. Il vous consume. Je n'ai pas bien dormi. L'obscurité était totale, dense, et avec elle venaient des souvenirs. Le visage de ce touriste, la peur dans ses yeux avant la chute. Et puis les hallucinations ont commencé. Ils étaient subtils au début, des éclairs de sa main tendue, sa voix appelant à l'aide. J'ai secoué la tête, essayant de repousser mes pensées, mais elles sont revenues, plus fortes. J'entendais des pas la nuit, des bruits qui n'appartenaient pas à la forêt. J'ai marché pendant des heures, essayant de retrouver la rivière, une piste, un vestige des autres. Mais tout semblait pareil. Les arbres se sont refermés autour de moi, comme s'ils voulaient m'étouffer. C'est là que j'ai trouvé refuge. Il était recouvert de végétation, presque invisible. Ce n'était pas une hutte, plutôt une structure de fortune, peut-être utilisée par un chasseur ou un chercheur il y a des années. J'entrai prudemment. Il y avait des filets déchirés, des restes de nourriture en conserve et une radio cassée. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les messages écrits sur les murs. Des mots déconnectés, des phrases répétées, comme si quelqu'un était devenu fou à l'intérieur. La forêt me voit. Elle n'oublie jamais. Ne faites pas confiance au chemin. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était que les délires de quelqu'un en difficulté. Mais il y avait quelque chose de plus. Du matériel photo, de vieux appareils photo avec des pellicules encore chargées, comme si celui qui était là était parti à la hâte. Le sentiment d'être observé grandissait. J'aurais dû partir immédiatement, mais la fatigue m'a envahi. J'ai décidé de passer la nuit au refuge. J'ai fermé la porte de fortune et je me suis recroquevillé dans un coin, espérant que la structure me donnerait un peu de réconfort. C'était pire. Les bruits ont commencé juste après que j'ai fermé les yeux. Escalier. Traîner, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de s'approcher sans se faire remarquer. J'ai ouvert les yeux et l'air me semblait plus lourd, plus dense, difficile à respirer. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant. Le bruit était à l'extérieur de la porte. Je tenais un couteau que j'avais avec moi, tous les muscles de mon corps tendus, attendus. Mais rien ne s'est passé. Le son s'est arrêté, puis est venu le silence absolu, ce genre de silence que seule l'Amazonie peut offrir quand elle le veut. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais sortir de cet endroit. Mais quand je suis parti, quelque chose n'allait pas. J'ai marché pendant des heures, marquant les arbres pour ne pas me perdre, mais d'une manière ou d'une autre, je revenais sans cesse au refuge. Je savais que je marchais en ligne droite, je savais lire la forêt. Alors, comment diable étais-je coincé là-bas? Chaque fois que j'y revenais, la structure semblait différente, comme si elle m'attendait. Et les hallucinations n'ont fait qu'empirer. J'ai vu le touriste. Pas seulement par flash, mais là, debout, observant. Ses vêtements mouillés, ses yeux fixés sur moi, accusants. J'ai commencé à me parler à moi-même, à me disputer avec le fantôme. Tu es tombé. C'était un accident. Ce n'était pas de ma faute. Mais la voix dans ma tête m'a répondu, dure, cruelle. C'est toi qui m'as laissé mourir. Vous saviez que la rivière était dangereuse. Je ne savais plus ce qui était réel. La faim, la soif, l'épuisement, tout cela s'est accompagné de culpabilité. Peut-être que la forêt essayait de me briser.
Ou peut-être que c'était juste mon propre passé qui m'a finalement rattrapé. La ligne entre les deux était trop mince pour être distinguée. C'est au 10e ou au 20e cycle, je ne sais pas combien de fois j'ai essayé d'en sortir, que quelque chose a changé. J'ai vu des marques sur le sol, des empreintes de pas qui n'étaient pas les miennes, qui m'éloignaient du refuge. Suivez-les. Peu importe si c'était un piège, tout valait mieux que d'être coincé là. Les empreintes de pas m'ont ramené à la rivière. Je ne savais pas qui ils étaient, je m'en fichais plus. L'important, c'est que je sois sorti. La forêt, implacable comme toujours, m'avait laissé vivre. Mais sa marque était sur moi maintenant, comme l'était la marque de mon passé. J'étais parti, oui, mais le refuge, le touriste, tout était encore avec moi. Je suis retourné à la civilisation. J'ai raconté mon histoire à qui voulait l'entendre, mais personne n'y a cru. Ils attribuaient tout au stress, à l'isolement, à la culpabilité. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être que le refuge n'a jamais existé. Peut-être que tout cela était un produit de mon esprit. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti. La forêt n'oublie pas. Il vous observe, vous teste, vous brise, et quand vous partez, on ne part jamais vraiment. La forêt de Transylvanie s'étendait devant moi comme une mer d'ombre et de textures. L'air était frais, mais pas invitant, comme si la nature elle-même essayait de me repousser de ses profondeurs. C'est ce que je cherchais. Quelque chose d'indomptable, quelque chose de vieux. Ma carrière de photographe stagnait, et je savais que si je pouvais capturer l'essence de ce lieu, j'aurais une chance de redonner le prestige que j'avais tant recherché. Un dernier pari, peut-être. Mais là, devant cette immensité, il n'y avait pas que des arbres. Je suis entré dans la forêt avec mon matériel, le poids de l'appareil photo accroché à mon cou comme une ancre. La lumière était timide, filtrant à travers la cime des arbres, créant un jeu d'ombre que j'espérais capturer. C'est ce que j'ai adoré, l'interaction entre la lumière et l'obscurité, entre le visible et le caché. Chaque pas que je faisais semblait résonner, comme si les arbres m'écoutaient, comme si quelque chose au-delà de moi était conscient de ma présence. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, cependant. Je ne suis pas du genre à avoir facilement peur, mais le sentiment d'être observé me suit depuis que je me suis inscrit. Je pensais que c'était juste l'adrénaline, l'excitation d'être dans un endroit aussi éloigné. Mais je me suis vite rendu compte que ce malaise n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai marché pendant des heures, toujours à la recherche de la photo parfaite. Le silence autour de moi était lourd, presque palpable, et quand je suis enfin tombé sur les ruines d'une ancienne chapelle gothique au cœur de la forêt, quelque chose en moi a su que j'y trouverais ce que je cherchais. Les pierres usées par le temps, couvertes de mousse, racontaient des histoires d'une époque dont personne d'autre ne se souvenait. J'ai commencé à prendre des photos l'une après l'autre, capturant chaque détail, chaque fragment d'histoire que ces murs contenaient. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur chaque photo, quelque chose semblait déplacé. Rien d'évident, juste un flou subtil en arrière-plan, quelque chose qui ne devrait pas être là. J'ai examiné les documents plusieurs fois, mais je n'ai pas pu identifier ce que c'était. Son cœur a commencé à battre plus vite. J'ai commencé à chercher l'origine de ce trouble, cette présence que j'ai ressentie, mais que je n'ai jamais vue. Et c'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette encapuchonnée, immobile, debout à l'ombre d'un arbre. Son visage, couvert de ténèbres, était impossible à discerner. J'ai regardé pendant un moment, essayant de décider si c'était réel ou le fruit de mon imagination. Mais quand j'ai levé l'appareil photo pour prendre une photo, la silhouette a disparu. J'aurais dû y retourner, suivre mon instinct et quitter cette forêt. Mais quelque chose en moi, une curiosité morbide peut-être, m'a poussé à continuer. Les heures qui ont suivi sont devenues floues. Je suivais la silhouette, apparaissant toujours à la limite de mon champ de vision, disparaissant toujours avant que je puisse m'approcher. Le brouillard a commencé à se former, dense et épais, rendant même difficile de voir mes propres pas. J'ai perdu la notion du temps et le sentiment d'être observé a grandi. Chaque fois que je croyais être proche d'une révélation, la silhouette disparaissait à nouveau, comme si elle jouait avec moi,
m'entraînant plus profondément dans la forêt. La clairière que j'ai trouvée a été le point culminant de cette recherche insensée. La silhouette était là, au loin, debout au milieu de l'espace vide. La brume l'enveloppait comme un voile, déformant ses formes, rendant impossible la définition de ses contours. J'ai essayé de courir vers lui, mais c'était comme si l'espace autour de moi était déformé. La clairière semblait bouger avec moi, s'étendant toujours un peu plus loin, ne me permettant jamais d'atteindre ce que je cherchais. Mon esprit était dans un état de frénésie. Il y avait quelque chose de profondément mauvais dans cette forêt. Le temps n'était plus le même, les minutes s'éternisaient en heures, ou peut-être n'était-ce que quelques secondes. Quand j'ai finalement cédé à la fatigue et à la frustration, j'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru. La brume environnante n'était plus une simple brume. C'était dense, oppressant, comme si la forêt elle-même essayait de m'avaler. Mes tentatives pour revenir par le chemin d'où je venais se sont avérées vaines. Toutes les directions se ressemblaient, chaque arbre était une copie de la précédente. Il était perdu et la panique commençait à s'installer. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La peur que j'éprouvais n'était pas seulement celle de la possibilité de me perdre dans la forêt, mais celle de ce que je pourrais y trouver, ou pire, de ce qui me suivait. J'ai essayé de rester calme, de respirer profondément et de penser logiquement. Mais la logique n'avait pas de sens à cet endroit. La présence m'entourait, même quand je ne pouvais pas la voir. Mes yeux se sont concentrés sur le néant, mais je savais que je n'étais pas seul. Finalement, après ce qui m'a semblé être des heurts, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. La brume s'est lentement dissipée et j'ai vu les lisières de la forêt s'approcher. Mon corps épuisé s'est pratiquement effondré sur le sol lorsque j'ai franchi la dernière rangée d'arbres. Le monde extérieur semblait différent, moins vivant peut-être. J'aurais dû me sentir soulagé, mais le sentiment de vide m'a rempli. Les photos que j'ai prises ce jour-là, toutes étaient stockées, intactes, jamais développées. Quelque chose en moi savait que si je les revoyais, je ne serais pas capable de supporter ce que je verrais. Depuis ce jour, mes mains tremblent à chaque fois que j'essaie de tenir un appareil photo. La photographie, qui était autrefois ma passion, est devenue un fardeau impossible à porter. Je n'ai jamais parlé à personne de ce qui s'est passé dans cette forêt. Les photos, toujours sur la carte mémoire, restent enfermées dans un tiroir. Mais parfois, quand je suis seul la nuit, je ressens cette même présence, comme si j'étais toujours observé, surveillé par quelque chose que je n'aurais jamais dû essayer de capturer. La forêt de Białowieża a toujours été entourée de mystères, avec ses arbres centenaires qui murmurent des histoires datant de siècles, peut-être de millénaires. Le genre d'endroit qui a attiré Tomasz Kowalski d'aussi loin qu'il se souvienne. À 29 ans, de nature aventureuse et passionné d'histoires surnaturelles, il n'était pas quelqu'un qui se contentait de l'ordinaire. Pour lui, la vie devait être vécue à la lisière de l'inconnu. Son intérêt pour les légendes et les phénomènes inexpliqués, nourri par des lectures obsessionnelles et des documentaires bâclés, avait besoin de preuves concrètes. Il était convaincu que ces forêts anciennes, comme Białowieża, recèlaient des secrets bien au-delà de la portée de l'homme. C'était le mois d'octobre, le froid commençait déjà à se faire sentir, mais Tomasz s'en fichait. Il voulait de l'authenticité, et c'est exactement ce que promettaient les arbres morts et le brouillard dense de la forêt polonaise. Avec la tente montée et le feu crépitant la nuit, il se sentait en paix. Le silence y était différent de tout ce qu'il avait jamais connu. C'était le genre de silence qui avalait le son, ne le reflétait pas. Il croyait que si quelque chose de surnaturel existait, il se révélerait sûrement dans un endroit comme celui-ci. À mesure que la nuit avançait, il commença à écouter. D'abord, c'était une brise légère qui secouait la cime des arbres, un son normal, mais qui semblait traîner un murmure. Il s'arrêta et se concentra. C'étaient des voix, ou du moins quelque chose qui ressemblait à des voix. Pas des conversations, mais des chuchotements, comme si quelqu'un se tenait là, parlant assez doucement pour ne pas être compris, mais impossible à ignorer. Tomasz se redressa,
ses yeux se précipitant dans l'obscurité autour de lui. Le feu s'alluma juste assez pour créer des ombres qui dansaient dans les arbres autour de lui. Ce doit être le vent, se dit-il, bien qu'il sût que le vent ne faisait pas de bruit comme ça. La curiosité a pris le dessus, comme elle l'a toujours fait. Saisissant sa lampe de poche, il se dirigea vers l'endroit d'où il croyait que les voix venaient. La forêt dense, les grands arbres tordus, semblaient se pencher au-dessus de lui, comme s'ils le regardaient. En approchant d'une zone plus dense, il est tombé sur quelque chose qui semblait déplacé, juste là, au cœur de la plus ancienne forêt d'Europe. Un autel de pierre, couvert de mousse, se dressait devant lui. Les rochers étaient disposés en un cercle presque parfait, et des symboles altérés et indiscernables décoraient leur surface. Thomas alluma la lampe de poche et s'agenouilla pour regarder de plus près, essayant de reconnaître quelque chose dans les symboles. Rien. Mais le sentiment qui l'enveloppait là était indéniable. Il n'était pas seul. Les voix se sont intensifiées, venant maintenant de toutes les directions, non plus des chuchotements, mais des gémissements, des lamentations, quelque chose d'ancien, quelque chose de coincé. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, et il recula d'un pas, puis d'un autre. Chaque centimètre de son corps criait de sortir de là. Il se retourna rapidement et commença à marcher pour retourner au camp, mais les voix le suivirent. La forêt semblait vivante autour de lui, et il la sentait, comme si les arbres l'observaient, se mouvaient autour de lui, fermaient le chemin. Le sentiment d'être suivi était écrasant, et son cœur battait de manière incontrôlable dans sa poitrine. Les gémissements changeaient, maintenant plus forts, plus pénétrants, sonnant comme des cris de douleur et de désespoir. Il regarda par-dessus son épaule, la lampe de poche vacillant dans sa main, mais ne vit rien. Seulement la forêt immense et oppressante. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Il s'est mis à courir. Le chemin du retour au camp semblait interminable, et à chaque pas, les voix se rapprochaient, comme si la forêt l'engloutissait. Son pied a trébuché sur une racine et il est tombé durement au sol. Lorsqu'il a essayé de se relever, une vague de vertige l'a frappé, le faisant s'effondrer à nouveau. Les arbres autour de lui tourbillonnaient et les voix devenaient une cacophonie qu'il pouvait à peine supporter. Il essaya de crier, mais sa voix fut étouffée par les gémissements autour de lui. C'est à ce moment-là que tout s'est éteint. Il se réveilla au son de son propre halètement, le ciel gris de l'aube filtrant à travers la cime des arbres. Il était toujours proche de son campement, mais quelque chose était différent. Thomas essaya de se lever, le corps lourd et les muscles endoloris. Quand il a regardé autour de lui, il a vu les marques sur le sol, des empreintes de mains imprimées sur la terre molle autour de sa tente. Ils n'étaient pas naturels, ils n'étaient pas d'animaux. Ils étaient humains, petits et nombreux, disposés en cercle autour de l'endroit où il s'était évanoui. L'effroi s'empara de lui. Qui ou quoi l'avait entouré alors qu'il était inconscient? La forêt semblait trop calme maintenant, comme si elle regardait son réveil. Sans perdre de temps, Thomas rassembla ses affaires et quitta la forêt aussi vite qu'il le put. Tout au long du chemin du retour à la voiture, le sentiment d'être observé ne l'a jamais quitté. Il n'a pas regardé en arrière. Lorsqu'il atteignit enfin la route, la réalité sembla s'effondrer sur lui. Personne ne le croirait, bien sûr. Il n'était qu'un hôte qui s'était aventuré trop profondément dans des terres inconnues et qui en était revenu avec une histoire absurde. Ses amis riaient, disent que c'était l'imagination fertile d'un homme qui lisait beaucoup et regardait beaucoup de films d'horreur. Mais Thomas le savait. Il savait que ce n'était pas seulement son imagination. Quelque chose de très ancien et de très maléfique habitait ces forêts, et il n'a plus jamais mis les pieds dans l'un d'entre eux. La brume enveloppait les arbres de la forêt alsacienne comme un lourd voile, noyant le bruit de mes pas sur la terre humide. J'ai marché pendant des heures, concentré sur chaque respiration, chaque mouvement, à la recherche de quelque chose de plus qu'une simple montée. J'étais Antoine Durand, 32 ans, un grimpeur expérimenté, mais ce matin-là, je me sentais comme ce garçon de 8 ans, sans défense, qui a failli perdre la vie en tombant d'un rocher lors d'une excursion avec mon père.
Ce souvenir me hantait, comme une ombre persistante qui ne s'est jamais complètement dissipée. J'avais besoin de me prouver que cette chute ne me définirait pas, que je n'étais pas seulement l'homme qui a survécu, mais celui qui a surmonté. Et les denses forêts d'Alsace, avec leurs falaises traîtresses, étaient le cadre idéal pour ce test. Le sentier que j'ai suivi était difficile, avec des rochers mouillés et une végétation épaisse qui rendait le chemin difficile. Mais quand j'ai trouvé un passage étroit, quelque chose m'a attiré. Un itinéraire ancien, presque effacé par le temps, avec des marques d'érosion sur les pierres et de la mousse recouvrant les gravures dans les roches. Sans réfléchir à deux fois, j'ai décidé de la suivre. Le chemin devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'il montait. Le soleil se cachait derrière de lourds nuages et une légère bruine commençait à tomber. Les pierres glissantes exigeaient toute mon attention. J'ai continué à me traîner pendant de petits étirements, avançant centimètre par centimètre, lorsque la bruine s'est transformée en pluie battante. C'est là que tout a empiré. La tempête est sortie de nulle part, avec un tonnerre lointain qui se répercutait dans les vallées, et le vent a commencé à souffler fort. Les rochers sont devenus encore plus traîtres, et j'ai réalisé que j'étais coincé sur une trajectoire de non-retour. J'ai regardé de haut en bas, essayant de peser mes options. La descente serait suicidaire dans cet état, et aller de l'avant semblait tout aussi risqué. La pluie déformait ma vision, rendant chaque décision difficile. J'ai essayé de calculer ce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il ne reconnaissait plus le chemin qu'il avait parcouru. La piste que j'avais suivie semblait avoir disparu. J'ai sorti la carte que j'avais sur moi, mais elle ne montrait rien de tel que cet ancien itinéraire. C'était comme si j'étais entré dans un labyrinthe hors du temps, un chemin qui ne devrait pas y être. Ma respiration s'est accélérée. Je commençais à douter de ma perception. C'est là que j'ai vu les empreintes. Marques récentes, encore visibles dans la boue. Quelqu'un était passé, et il n'y avait pas si longtemps. Je me suis accroupi, étudiant les empreintes sur le sol. Ils se dirigeaient vers la falaise, mais ont disparu juste après un virage, avalés par la forêt. Qui serait là? La pensée de quelqu'un d'autre à proximité aurait dû être réconfortante, mais quelque chose dans ces empreintes m'a mis mal à l'aise. Ils n'étaient pas sur la carte, ni sur le sentier. Mais avec la tempête qui gronde et le vent qui mord, faire demi-tour serait une condamnation à mort. Ma seule option était de passer à autre chose. Les empreintes de pas m'ont guidé à travers un terrain plus accidenté, me conduisant à un rebord où la falaise s'étendait abruptement. En dessous de moi, une chute verticale de plusieurs dizaines de mètres, sans aucun signe qu'il y avait un chemin sûr. Il n'y avait pas de corde, aucune trace d'escalade là-bas, et pourtant, les empreintes de pas avaient disparu comme si la personne avait sauté ou évaporé. J'essayais d'avancer le long du côté, confiant dans le peu de sécurité qu'offraient les rochers. Une erreur. Mon pied a glissé. J'ai senti l'air s'arracher de mes poumons lorsque je suis tombé violemment contre la pierre, l'impact se répercutant dans tout mon corps. La douleur a explosé dans ma jambe et mon bras gauche, et pendant un moment, j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer. En bas, au fond de la vallée, les arbres flottaient comme les mains de géants affamés, attendant ma chute finale. Mais je m'accrochais désespérément à une petite protubérance dans la roche, respirant lourdement alors que la pluie se déversait sur mon visage, se mêlant au sang qui jaillissait d'une coupure sur mon front. Il était seul, blessé et perdu. Avec beaucoup d'efforts, j'ai commencé à ramper. Chaque mouvement était une agonie, mais le besoin de survivre me poussait à aller de l'avant. Mes mains tremblaient et mes pensées commençaient à se désintégrer. La douleur dans ma jambe était insupportable, mais pire que cela, c'était le sentiment d'être observé. La paranoïa m'a envahi. J'avais l'impression que quelqu'un était à proximité, jetant un coup d'œil à travers l'ombre des arbres. La silhouette invisible que je savais, avec une certitude terrifiante, me suivait. Mes yeux ont parcouru le terrain, essayant de trouver la source de cette sensation, mais il n'y avait personne. Juste la forêt silencieuse, les branches qui plient sous le poids de la pluie. Puis, j'ai entendu des bruits de des pas légers et hésitants, comme si quelqu'un voulait s'approcher sans se faire remarquer.
Il n'y avait plus d'empreintes de pas. J'étais chassé pour quelque chose qui ne laissait aucune trace. J'ai essayé de me lever, mais la douleur était insupportable. J'étais acculé, et mon esprit, affaibli par l'épuisement et le traumatisme, a commencé à jouer avec moi. Des images déroutantes de mon enfance, de la chute qui a failli me tuer, ont commencé à se superposer à la réalité. Je me suis souvenu de la peur, de l'impuissance de ne pas pouvoir me retenir. Et puis, la silhouette est apparue. Une ombre parmi les arbres qui se déplaçait lentement vers moi. Sa silhouette était indistincte, mais je sentais son regard brûler sur ma peau. Elle m'a regardé, m'a jugé. Mon cœur s'est emballé et la panique m'a saisi. Je ne pouvais pas mourir ici, pas comme ça. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, j'ai réalisé la vérité. Ce qui me suivait n'était pas réel. C'était une manifestation de ma propre peur, une création de mon esprit affaibli par la douleur et l'épuisement. La poursuite, les empreintes de pas, tout n'était qu'illusion. Je me battais contre moi-même. Pourtant, même après avoir compris cela, la peur n'a pas disparu. La peur irrationnelle a continué, ancrée dans mon âme. Il n'était pas possible de simplement l'éteindre. Avec le peu de force qui me restait, j'ai trouvé un itinéraire alternatif, lent et dangereux, mais viable. Je suis descendu prudemment, chaque mouvement étant une bataille contre la douleur, contre la partie de moi qui voulait abandonner. Quand j'ai finalement atteint le pied de la montagne, je n'ai ressenti aucun soulagement. J'avais survécu, oui, mais quelque chose en moi avait changé. La figure qui me hantait était peut-être une hallucination, mais le sentiment d'être observé, d'être à la merci de quelque chose de plus grand et d'incompréhensible, ne m'a jamais quitté. Les cicatrices sur le corps guériraient, mais celles sur l'esprit, ceci resterait pour toujours. J'ai toujours considéré la nature comme un espace pur, où l'homme se confronte à ses propres limites. C'est ce que j'ai vendu à mes clients, l'expérience authentique de vivre dans la nature, loin du confort urbain. Ce voyage au Yukon avait tout pour être parfait, isolé, idéal pour capturer l'essence de la faune. Et mon client, Richard Hawthorne, un magnat de la finance, a payé une fortune pour avoir cette expérience. Cet homme n'était pas le client typique que j'emmenais dans les forêts. Il portait des vêtements coûteux, apportait du matériel de pêche à la pointe de la technologie, comme si la technologie pouvait dompter la nature. Je savais qu'il cherchait quelque chose de plus, une histoire unique que ses collègues ne pourraient jamais reproduire. Dès notre arrivée, le Yukon nous a accueillis avec un calme presque agressif. Le vent traversait les arbres sans un murmure, et le seul bruit était le faible murmure de la rivière, interrompu par le crépitement occasionnel des branches. Je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais j'ai ignoré ce sentiment. C'était mon travail de guider, de contrôler la situation, d'être la présence constante et fiable. Richard, cependant, semblait inconscient du danger. Ses premiers mots, lorsque nous sommes arrivés au camp, ont été un compliment sur la paix de l'endroit. « Exactement ce que je cherchais, Jacob, » dit-il avec un sourire de satisfaction. Enfin, loin de tout. Les premiers jours, nous avons pêché sans événement majeur. Richard était satisfait des prises modestes et de la tranquillité des lieux. Mais le silence de la forêt me troublait. Pas de bruit d'oiseaux, pas de signes d'animaux. C'était comme si nous étions observés, jugés par une force invisible qui, au début, ne voulait pas reconnaître. Cependant, je l'ai ignoré. Qui suis-je pour interroger la forêt? Le troisième matin, Richard ne s'est pas présenté pour le petit déjeuner. C'était inhabituel pour quelqu'un d'aussi discipliné que lui. J'ai grimpé jusqu'à sa tente, mais je l'ai trouvé vide. Au début, j'ai pensé qu'il était parti tôt pour se promener ou explorer la région par lui-même, quelque chose d'imprudent, mais typique des clients inexpérimentés. Je l'ai appelé plusieurs fois, mais la seule réponse a été l'écho lointain. Silence. J'ai décidé de le chercher le long de la rivière, où il a toujours aimé pêcher. Au fur et à mesure que je progressais, quelque chose a commencé à me déranger. Les talus étaient marqués, les buissons écrasés, comme si quelque chose ou quelqu'un avait été emporté. Je me suis penché pour l'examiner, et c'est là que j'ai vu les marques de la lutte. Des morceaux de vêtements déchirés, des traces de sang, des empreintes humaines mélangées à des empreintes de pas plus grandes
et indéfinissable. Mon esprit rationnel voulait croire qu'un animal avait attaqué Richard. Un ours, peut-être. Mais ces empreintes de pas à côté des marques de griffes, quelque chose n'avait pas de sens. L'adrénaline a commencé à me prendre. Mon intuition était qu'il y avait plus en jeu ici qu'une simple attaque d'animal. Empreintes humaines. Ils étaient frais, récents, et non pas de Richard. J'ai continué à suivre les marques, mais la forêt semblait changer au fur et à mesure. Les arbres semblaient plus proches, les chemins que je connaissais si bien me confondaient maintenant. Je me sentais désorienté et un poids croissant a commencé à peser sur ma poitrine. À un moment donné, j'ai eu le sentiment distinct d'être observé. Je me suis arrêté, j'ai pris une profonde respiration et j'ai regardé autour de moi. Rien. Le vent ne soufflait pas encore et le silence était plus épais que jamais. Cette nuit-là a été la pire de ma vie. Seul dans le camp, le feu de camp était la seule chose qui me séparait de l'obscurité impénétrable. Chaque fissure de braise semblait amplifiée et je ne pouvais pas fermer l'œil. Quelque chose, ou quelqu'un, était là-bas, je pouvais le sentir. Quand le matin est enfin venu, la lumière du soleil n'a apporté aucun soulagement, mais une sombre certitude. J'avais besoin de le retrouver, même s'il ne restait que le corps. J'ai suivi les traînées de sang qui étaient maintenant plus claires et à quelques milles du camp, j'ai trouvé Richard, ou ce qu'il en restait. Le corps a été mutilé, avec des parties dévorées, mais pas d'une manière que je pourrais attribuer à un simple animal sauvage. Il y avait des coupures précises, des blessures profondes qui suggéraient quelque chose de plus que des crocs et des griffes. Autour du corps, les empreintes humaines ont continué. Petits, rapides, comme quelqu'un qui regardait et se déplaçait furtivement. L'horreur était palpable. Une panique irrationnelle s'empara de moi. Je courus vers le campement, mais la forêt semblait s'être refermée autour de moi. Les chemins que je connaissais par cœur ressemblaient maintenant à des labyrinthes, et le sentiment d'être observé ne me quittait plus. Ce n'étaient pas les yeux d'un animal affamé, mais de quelque chose avec des intentions différentes. Quelque chose humain. À mon retour, je n'ai fait que ce que n'importe quel homme à ma place aurait fait. Enfui. J'ai pris ce que j'ai pu. J'ai laissé derrière moi toute trace d'ordre ou de professionnalisme, et je me suis jeté en direction de la rivière, essayant de trouver une échappatoire. La forêt semblait se moquer de moi, se rapprochant de plus en plus à chaque pas. Le bruit de la rivière était mon seul point d'ancrage, mais même lui, à un certain point, semblait trop loin. J'ai survécu, bien sûr, mais l'homme qui est sorti de cette forêt n'était pas le même que celui qui y est entré. Je n'ai jamais parlé de ce que j'ai vu. J'ai signalé la mort de Richard comme une attaque tragique d'ours. Les autorités ont accepté l'explication sans poser de questions. Il n'y avait aucune raison de douter d'un guide expérimenté comme moi. Cependant, en moi, la vérité demeure. Le sentiment que quelque chose m'a suivi depuis cette forêt ne m'a jamais quitté. Parfois, la nuit, je ressens ce même silence dense, comme si la nature autour de moi retenait son souffle, attendant le bon moment pour bouger. Je ne suis pas retourné au Yukon. Je ne retourne plus dans les forêts. J'étais le guide, la forêt, mon bureau. Mais ce jour-là, cela ressemblait à une salle d'audience. J'étais habitué à la chaleur étouffante, à l'humidité qui s'accrochait à la peau, au bruit constant des insectes et des oiseaux invisibles. L'Amazonie pouvait être traîtresse, oui, mais elle savait toujours où mettre les pieds. Même l'erreur, jusqu'à la mort. C'était un touriste, un homme d'âge moyen, inexpérimenté, mais plein d'arrogance. Un trébuchement, une chute rapide, et son corps disparut dans la rivière. Il n'avait pas le temps de le sauver. J'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé, mais cela m'a marqué. Mes collègues ont dit que ce n'était pas de ma faute, mais je savais mieux. La faute était dans les yeux des autorités quand ils m'ont interrogé, dans les mots tièdes de la famille qui ne m'a jamais pardonné. Il ne me restait plus qu'à m'enfuir, s'enfoncer plus profondément dans la forêt, enterrer mon passé. J'ai donc accepté cette nouvelle expédition, une occasion d'oublier, de me racheter, qui sait. Le groupe était petit, 4 touristes impatients de voir l'Amazonie de près. Je les ai emmenés là où la civilisation commençait à disparaître. Mais c'est la tempête qui nous a pris au dépourvu.
C'est venu comme un rugissement du cœur même de la forêt. La rivière normalement calme s'est transformée en un monstre vorace. En quelques secondes, notre bateau a été détruit. Quand le chaos s'est finalement calmé, je me suis retrouvé seul. Le groupe s'est dispersé, emporté par le courant ou perdu à un moment que je ne pouvais pas voir. J'ai crié, j'ai cherché, mais il n'y avait que le bruit de la forêt et l'écho de mon propre désespoir. Il était isolé. Les premiers jours ont été un test. Ce que je savais de l'Amazonie, de ses atours, de ses richesses cachées, m'a maintenu en vie. J'ai trouvé des fruits comestibles, bu de l'eau des feuilles, évité les prédateurs. Mais la forêt est une force implacable. Elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes expérimenté ou inexpérimenté, bon ou mauvais. Il vous consume. Je n'ai pas bien dormi. L'obscurité était totale, dense, et avec elle venaient des souvenirs. Le visage de ce touriste, la peur dans ses yeux avant la chute. Et puis les hallucinations ont commencé. Ils étaient subtils au début, des éclairs de sa main tendue, sa voix appelant à l'aide. J'ai secoué la tête, essayant de repousser mes pensées, mais elles sont revenues, plus fortes. J'entendais des pas la nuit, des bruits qui n'appartenaient pas à la forêt. J'ai marché pendant des heures, essayant de retrouver la rivière, une piste, un vestige des autres. Mais tout semblait pareil. Les arbres se sont refermés autour de moi, comme s'ils voulaient m'étouffer. C'est là que j'ai trouvé refuge. Il était recouvert de végétation, presque invisible. Ce n'était pas une hutte, plutôt une structure de fortune, peut-être utilisée par un chasseur ou un chercheur il y a des années. J'entrai prudemment. Il y avait des filets déchirés, des restes de nourriture en conserve et une radio cassée. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les messages écrits sur les murs. Des mots déconnectés, des phrases répétées, comme si quelqu'un était devenu fou à l'intérieur. La forêt me voit. Elle n'oublie jamais. Ne faites pas confiance au chemin. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que ce n'était que les délires de quelqu'un en difficulté. Mais il y avait quelque chose de plus. Du matériel photo, de vieux appareils photo avec des pellicules encore chargées, comme si celui qui était là était parti à la hâte. Le sentiment d'être observé grandissait. J'aurais dû partir immédiatement, mais la fatigue m'a envahi. J'ai décidé de passer la nuit au refuge. J'ai fermé la porte de fortune et je me suis recroquevillé dans un coin, espérant que la structure me donnerait un peu de réconfort. C'était pire. Les bruits ont commencé juste après que j'ai fermé les yeux. Escalier. Traîner, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de s'approcher sans se faire remarquer. J'ai ouvert les yeux et l'air me semblait plus lourd, plus dense, difficile à respirer. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant. Le bruit était à l'extérieur de la porte. Je tenais un couteau que j'avais avec moi, tous les muscles de mon corps tendus, attendus. Mais rien ne s'est passé. Le son s'est arrêté, puis est venu le silence absolu, ce genre de silence que seule l'Amazonie peut offrir quand elle le veut. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais sortir de cet endroit. Mais quand je suis parti, quelque chose n'allait pas. J'ai marché pendant des heures, marquant les arbres pour ne pas me perdre, mais d'une manière ou d'une autre, je revenais sans cesse au refuge. Je savais que je marchais en ligne droite, je savais lire la forêt. Alors, comment diable étais-je coincé là-bas? Chaque fois que j'y revenais, la structure semblait différente, comme si elle m'attendait. Et les hallucinations n'ont fait qu'empirer. J'ai vu le touriste. Pas seulement par flash, mais là, debout, observant. Ses vêtements mouillés, ses yeux fixés sur moi, accusants. J'ai commencé à me parler à moi-même, à me disputer avec le fantôme. Tu es tombé. C'était un accident. Ce n'était pas de ma faute. Mais la voix dans ma tête m'a répondu, dure, cruelle. C'est toi qui m'as laissé mourir. Vous saviez que la rivière était dangereuse. Je ne savais plus ce qui était réel. La faim, la soif, l'épuisement, tout cela s'est accompagné de culpabilité. Peut-être que la forêt essayait de me briser. Ou peut-être que c'était juste mon propre passé qui m'a finalement rattrapé. La ligne entre les deux était trop mince pour être distinguée. C'est au 10e ou au 20e cycle, je ne sais pas combien de fois j'ai essayé d'en sortir, que quelque chose a changé. J'ai vu des marques sur le sol, des empreintes de pas qui n'étaient pas les miennes, qui m'éloignaient du refuge. Suivez-les. Peu importe si c'était un piège, tout valait mieux que d'être coincé là.
Les empreintes de pas m'ont ramené à la rivière. Je ne savais pas qui ils étaient, je m'en fichais plus. L'important, c'est que je sois sorti. La forêt, implacable comme toujours, m'avait laissé vivre. Mais sa marque était sur moi maintenant, comme l'était la marque de mon passé. J'étais parti, oui, mais le refuge, le touriste, tout était encore avec moi. Je suis retourné à la civilisation. J'ai raconté mon histoire à qui voulait l'entendre, mais personne n'y a cru. Ils attribuaient tout au stress, à l'isolement, à la culpabilité. Peut-être avaient-ils raison. Peut-être que le refuge n'a jamais existé. Peut-être que tout cela était un produit de mon esprit. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti. La forêt n'oublie pas. Il vous observe, vous teste, vous brise, et quand vous partez, on ne part jamais vraiment. La forêt de Transylvanie s'étendait devant moi comme une mer d'ombre et de textures. L'air était frais, mais pas invitant, comme si la nature elle-même essayait de me repousser de ses profondeurs. C'est ce que je cherchais. Quelque chose d'indomptable, quelque chose de vieux. Ma carrière de photographe stagnait, et je savais que si je pouvais capturer l'essence de ce lieu, j'aurais une chance de redonner le prestige que j'avais tant recherché. Un dernier pari, peut-être. Mais là, devant cette immensité, il n'y avait pas que des arbres. Je suis entré dans la forêt avec mon matériel, le poids de l'appareil photo accroché à mon cou comme une ancre. La lumière était timide, filtrant à travers la cime des arbres, créant un jeu d'ombre que j'espérais capturer. C'est ce que j'ai adoré, l'interaction entre la lumière et l'obscurité, entre le visible et le caché. Chaque pas que je faisais semblait résonner, comme si les arbres m'écoutaient, comme si quelque chose au-delà de moi était conscient de ma présence. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, cependant. Je ne suis pas du genre à avoir facilement peur, mais le sentiment d'être observé me suit depuis que je me suis inscrit. Je pensais que c'était juste l'adrénaline, l'excitation d'être dans un endroit aussi éloigné. Mais je me suis vite rendu compte que ce malaise n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai marché pendant des heures, toujours à la recherche de la photo parfaite. Le silence autour de moi était lourd, presque palpable, et quand je suis enfin tombé sur les ruines d'une ancienne chapelle gothique au cœur de la forêt, quelque chose en moi a su que j'y trouverais ce que je cherchais. Les pierres usées par le temps, couvertes de mousse, racontaient des histoires d'une époque dont personne d'autre ne se souvenait. J'ai commencé à prendre des photos l'une après l'autre, capturant chaque détail, chaque fragment d'histoire que ces murs contenaient. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sur chaque photo, quelque chose semblait déplacé. Rien d'évident, juste un flou subtil en arrière-plan, quelque chose qui ne devrait pas être là. J'ai examiné les documents plusieurs fois, mais je n'ai pas pu identifier ce que c'était. Son cœur a commencé à battre plus vite. J'ai commencé à chercher l'origine de ce trouble, cette présence que j'ai ressentie, mais que je n'ai jamais vue. Et c'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Une silhouette encapuchonnée, immobile, debout à l'ombre d'un arbre. Son visage, couvert de ténèbres, était impossible à discerner. J'ai regardé pendant un moment, essayant de décider si c'était réel ou le fruit de mon imagination. Mais quand j'ai levé l'appareil photo pour prendre une photo, la silhouette a disparu. J'aurais dû y retourner, suivre mon instinct et quitter cette forêt. Mais quelque chose en moi, une curiosité morbide peut-être, m'a poussé à continuer. Les heures qui ont suivi sont devenues floues. Je suivais la silhouette, apparaissant toujours à la limite de mon champ de vision, disparaissant toujours avant que je puisse m'approcher. Le brouillard a commencé à se former, dense et épais, rendant même difficile de voir mes propres pas. J'ai perdu la notion du temps et le sentiment d'être observé a grandi. Chaque fois que je croyais être proche d'une révélation, la silhouette disparaissait à nouveau, comme si elle jouait avec moi, m'entraînant plus profondément dans la forêt. La clairière que j'ai trouvée a été le point culminant de cette recherche insensée. La silhouette était là, au loin, debout au milieu de l'espace vide. La brume l'enveloppait comme un voile, déformant ses formes, rendant impossible la définition de ses contours. J'ai essayé de courir vers lui, mais c'était comme si l'espace autour de moi était déformé. La clairière semblait bouger avec moi,
s'étendant toujours un peu plus loin, ne me permettant jamais d'atteindre ce que je cherchais. Mon esprit était dans un état de frénésie. Il y avait quelque chose de profondément mauvais dans cette forêt. Le temps n'était plus le même, les minutes s'éternisaient en heures, ou peut-être n'était-ce que quelques secondes. Quand j'ai finalement cédé à la fatigue et à la frustration, j'ai réalisé tout le chemin que j'avais parcouru. La brume environnante n'était plus une simple brume. C'était dense, oppressant, comme si la forêt elle-même essayait de m'avaler. Mes tentatives pour revenir par le chemin d'où je venais se sont avérées vaines. Toutes les directions se ressemblaient. Chaque arbre était une copie de la précédente. Il était perdu et la panique commençait à s'installer. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. La peur que j'éprouvais n'était pas seulement celle de la possibilité de me perdre dans la forêt, mais celle de ce que je pourrais y trouver, ou pire, de ce qui me suivait. J'ai essayé de rester calme, de respirer profondément et de penser logiquement. Mais la logique n'avait pas de sens à cet endroit. La présence m'entourait, même quand je ne pouvais pas la voir. Mes yeux se sont concentrés sur le néant, mais je savais que je n'étais pas seul. Finalement, après ce qui m'a semblé être des heurts, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. La brume s'est lentement dissipée et j'ai vu les lisières de la forêt s'approcher. Mon corps épuisé s'est pratiquement effondré sur le sol lorsque j'ai franchi la dernière rangée d'arbres. Le monde extérieur semblait différent, moins vivant peut-être. J'aurais dû me sentir soulagé, mais le sentiment de vide m'a rempli. Les photos que j'ai prises ce jour-là, toutes étaient stockées, intactes, jamais développées. Quelque chose en moi savait que si je les revoyais, je ne serais pas capable de supporter ce que je verrais. Depuis ce jour, mes mains tremblent à chaque fois que j'essaie de tenir un appareil photo. La photographie, qui était autrefois ma passion, est devenue un fardeau impossible à porter. Je n'ai jamais parlé à personne de ce qui s'est passé dans cette forêt. Les photos, toujours sur la carte mémoire, restent enfermées dans un tiroir. Mais parfois, quand je suis seul la nuit, je ressens cette même présence, comme si j'étais toujours observé, surveillé par quelque chose que je n'aurais jamais dû essayer de capturer. La forêt de Białowieża a toujours été entourée de mystères, avec ses arbres centenaires qui murmurent des histoires datant de siècles, peut-être de millénaires. Le genre d'endroit qui a attiré Tomasz Kowalski d'aussi loin qu'il se souvienne. À 29 ans, de nature aventureuse et passionné d'histoires surnaturelles, il n'était pas quelqu'un qui se contentait de l'ordinaire. Pour lui, la vie devait être vécue à la lisière de l'inconnu. Son intérêt pour les légendes et les phénomènes inexpliqués, nourri par des lectures obsessionnelles et des documentaires bâclés, avait besoin de preuves concrètes. Il était convaincu que ces forêts anciennes, comme Białowieża, recèlaient des secrets bien au-delà de la portée de l'homme. C'était le mois d'octobre, le froid commençait déjà à se faire sentir, mais Tomasz s'en fichait. Il voulait de l'authenticité, et c'est exactement ce que promettaient les arbres morts et le brouillard dense de la forêt polonaise. Avec la tente montée et le feu crépitant la nuit, il se sentait en paix. Le silence y était différent de tout ce qu'il avait jamais connu. C'était le genre de silence qui avalait le son, ne le reflétait pas. Il croyait que si quelque chose de surnaturel existait, il se révélerait sûrement dans un endroit comme celui-ci. À mesure que la nuit avançait, il commença à écouter. D'abord, c'était une brise légère qui secouait la cime des arbres, un son normal, mais qui semblait traîner un murmure. Il s'arrêta et se concentra. C'étaient des voix, ou du moins quelque chose qui ressemblait à des voix. Pas des conversations, mais des chuchotements, comme si quelqu'un se tenait là, parlant assez doucement pour ne pas être compris, mais impossible à ignorer. Tomasz se redressa, ses yeux se précipitant dans l'obscurité autour de lui. Le feu s'alluma juste assez pour créer des ombres qui dansaient dans les arbres autour de lui. Ce doit être le vent, se dit-il, bien qu'il sût que le vent ne faisait pas de bruit comme ça. La curiosité a pris le dessus, comme elle l'a toujours fait. Saisissant sa lampe de poche, il se dirigea vers l'endroit d'où il croyait que les voix venaient. La forêt dense, les grands arbres tordus, semblaient se pencher au-dessus de lui,
comme s'il le regardait. En approchant d'une zone plus dense, il est tombé sur quelque chose qui semblait déplacé, juste là, au cœur de la plus ancienne forêt d'Europe. Un autel de pierre, couvert de mousse, se dressait devant lui. Les rochers étaient disposés en un cercle presque parfait, et des symboles altérés et indiscernables décoraient leur surface. Tomáš alluma la lampe de poche et s'agenouilla pour regarder de plus près, essayant de reconnaître quelque chose dans les symboles. Rien. Mais le sentiment qui l'enveloppait là était indéniable. Il n'était pas seul. Les voix se sont intensifiées, venant maintenant de toutes les directions, non plus des chuchotements, mais des gémissements, des lamentations, quelque chose d'ancien, quelque chose de coincé. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, et il recula d'un pas, puis d'un autre. Chaque centimètre de son corps criait de sortir de là. Il se retourna rapidement et commença à marcher pour retourner au camp, mais les voix le suivirent. La forêt semblait vivante autour de lui, et il la sentait, comme si les arbres l'observaient, se mouvaient autour de lui, fermaient le chemin. Le sentiment d'être suivi était écrasant, et son cœur battait de manière incontrôlable dans sa poitrine. Les gémissements changeaient, maintenant plus forts, plus pénétrants, sonnant comme des cris de douleur et de désespoir. Il regarda par-dessus son épaule, la lampe de poche vacillant dans sa main, mais ne vit rien, seulement la forêt immense et oppressante. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Il s'est mis à courir. Le chemin du retour au camp semblait interminable, et à chaque pas, les voix se rapprochaient, comme si la forêt l'engloutissait. Son pied a trébuché sur une racine et il est tombé durement au sol. Lorsqu'il a essayé de se relever, une vague de vertige l'a frappé, le faisant s'effondrer à nouveau. Les arbres autour de lui tourbillonnaient et les voix devenaient une cacophonie qu'il pouvait à peine supporter. Il essaya de crier, mais sa voix fut étouffée par les gémissements autour de lui. C'est à ce moment-là que tout s'est éteint. Il se réveilla au son de son propre halètement, le ciel gris de l'aube filtrant à travers la cime des arbres. Il était toujours proche de son campement, mais quelque chose était différent. Tomáš essaya de se lever, le corps lourd et les muscles endoloris. Quand il a regardé autour de lui, il a vu les marques sur le sol, des empreintes de mains imprimées sur la terre molle autour de sa tente. Ils n'étaient pas naturels, ils n'étaient pas d'animaux. Ils étaient humains, petits et nombreux, disposés en cercle autour de l'endroit où il s'était évanoui. L'effroi s'empara de lui. Qui ou quoi l'avait entouré alors qu'il était inconscient? La forêt semblait trop calme maintenant, comme si elle regardait son réveil. Sans perdre de temps, Tomáš rassembla ses affaires et quitta la forêt aussi vite qu'il le put. Tout au long du chemin du retour à la voiture, le sentiment d'être observé ne l'a jamais quitté. Il n'a pas regardé en arrière. Lorsqu'il atteignit enfin la route, la réalité sembla s'effondrer sur lui. Personne ne le croirait, bien sûr. Il n'était qu'un hôte qui s'était aventuré trop profondément dans des terres inconnues et qui en était revenu avec une histoire absurde. Ses amis riaient, disent que c'était l'imagination fertile d'un homme qui lisait beaucoup et regardait beaucoup de films d'horreur. Mais Tomáš le savait. Il savait que ce n'était pas seulement son imagination. Quelque chose de très ancien et de très maléfique habitait ces forêts, et il n'a plus jamais mis les pieds dans l'un d'entre eux.